Voilà, et la question que nous allons aborder maintenant, donc là aussi, nous avons 35 minutes, 30 minutes, 35 minutes. C'est une question évidemment importante aussi. C'est Jeunes et emploi, une génération sacrifiée. C'est effectivement ce qu'on entend beaucoup dans le débat public et médiatique, et on va essayer de voir si c'est la réalité des choses, et on va procéder là aussi encore de manière informelle, avec d'abord Tiffany Foucault, bonjour, directrice des ressources humaines du groupe Fnac Darty, Blandine Langlois, qui est DRH du groupe Les Échos Le Parisien, Claude Monnier, en charge aussi DRH chez Sony Music Entertainment, et Géraldine Galindo, l'universitaire de l'Étape, qui est professeur de management à l'ESCP. Les unes et les autres, j'ai envie peut-être, et on va commencer peut-être par vous, Tiffany Foucault, de vous demander, quand on pose la question jeunes et emploi, une génération sacrifiée, est-ce que c'est une réalité ou pas? Quel est votre ressenti? Quel est l'état d'esprit des jeunes que vous rencontrez quand vous les embauchez, et ce que vous avez fait, vous, pour les jeunes dans cette période, que ce soit pour les stages, pour les alternants, vous avez arrêté, vous avez continué, est-ce que vous avez suspendu les embauches? Voilà, fait un petit peu un tour d'horizon. On va demander à chacun d'entre vous de vous exprimer, de témoigner sur ce sujet. Oui, bonjour à tous. Alors, c'est certain que la période Covid a été une période difficile, particulièrement difficile pour les jeunes, avec une diversité importante malgré tout de profils chez les jeunes. On peut avoir d'une part des jeunes diplômés, très diplômés, moins diplômés, pour lesquels les difficultés ne sont pas les mêmes. On a observé en fonction des postes également des difficultés différentes. Finalement, des salariés qui occupent des postes de bureau, d'une certaine manière, se sont retrouvés très isolés par moment. On a beaucoup parlé de l'isolement par rapport au collectif de travail, mais aussi un isolement physique, de se retrouver dans des espaces de travail, parfois des espaces à la maison, des petits espaces qui ne sont pas toujours adaptés au télétravail. Et puis des jeunes qui ont moins de qualifications, pour lesquels la problématique principale, ça a été finalement la question de l'emploi et de savoir s'ils allaient être en capacité de trouver un poste. Du côté de Fnac Darty, on a toujours fait confiance aux jeunes, on a toujours recruté beaucoup de jeunes, on n'a absolument pas baissé notre niveau de recrutement en alternance ou de stage, puisque pour donner quelques chiffres, on a eu plus de 1000 alternants en 2020, proposés principalement à des jeunes. 1000 alternants, qui est cohérent avec les années précédentes. Ce qui est une augmentation par rapport aux années précédentes. Et sur les postes en CDI, 49,5% de nos postes pourvus en CDI en 2020 l'ont été par des jeunes de moins de 26 ans. Donc la question des jeunes, finalement, dans notre organisation, n'est pas vraiment une question spécifique avec un traitement particulier des jeunes. Ce qu'on observe, c'est qu'on a été en capacité de leur proposer des emplois de tout niveau de qualification, sans qualification, des postes de livreurs notamment, mais également des postes sur lesquels on leur a donné accès à des formations, beaucoup d'intégration dans des classes en alternance notamment, ce qui a été une réponse à des inquiétudes réelles des jeunes qu'ils ont exprimées. Voilà. Donc une dynamique de recrutement qui s'est même renforcée. Sur leur état d'esprit, c'est-à-dire est-ce que vous avez senti génération sacrifiée? Voilà, je repose la question ou pas? Alors, génération sacrifiée, non, en tout cas, à partir du moment où ils ont intégré l'entreprise, je pense que leur état d'esprit est bon. La question du sens, qu'on abordera peut-être plus tard, est une véritable question. Une fois qu'on a répondu à cette problématique de l'emploi, c'est-à-dire une fois qu'on leur donne un poste, la question du sens se pose, mais finalement, non, pas une génération sacrifiée. Okay, merci à vous. Blandine Langlois, je poserai la question à l'universitaire en fin de tour, voilà, qui va rassembler toutes nos réponses. Blandine Langlois, même chose, alors le groupe, oui. Les Échos, Le Parisien, génération sacrifiée ou pas? Alors, bonjour à tous. Qu'avez-vous fait? Oui, qu'avons-nous fait? Donc, génération qui a souffert, qui a vécu des choses difficiles, etc., ça oui. Sacrifiée, je rejoins ce qui a été dit à l'instant, je ne pense pas. Alors, en ce qui nous concerne, c'est vrai que 2020 a quand même été un petit coup d'arrêt quand même dans les recrutements globalement, mais pas spécifiquement sur les jeunes.
et un petit coup d'arrêt sur les stages et les alternants. Mais on n'a pas arrêté. Il y a eu une petite diminution en 2020. En revanche, en 2021, on a davantage d'alternants que les années précédentes et on reprend le rythme habituel au niveau des stagiaires. Donc, en termes d'état d'esprit, on rencontre des jeunes, oui, qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'intégrer, pour lesquels le sens est important, mais pas tellement plus que pour nos collaborateurs. Je dirais que ce qu'on sent beaucoup, que ce soit dans nos équipes ou dans les futurs recrues, c'est, alors est-ce que c'est lié au fait d'avoir été isolé, d'avoir eu le sentiment de ne pas être très utile, mais c'est le besoin, il y a une enquête Ipsos qui est sortie il n'y a pas très longtemps où c'est très marquant, le besoin de faire partie, on en parlait tout à l'heure sur le télétravail, de faire partie d'un collectif, l'importance d'être utile, d'être dans des organisations effectivement où ils ont leur place, peut-être plus que les sujets d'ailleurs, RSE, écologie, etc. Voilà, donc voilà, faire partie d'un tout, c'est important. D'accord, très bien. Claude Monnier, Sony. Bonjour. Nous avons doublé l'accueil de cette génération, donc des stages de 3e qu'on a essayé d'organiser malgré tout, avec l'aide des établissements jusqu'aux alternances M2. On a doublé nos statistiques par rapport aux années précédentes. Et ça nous avait semblé particulièrement important dans la mesure où ils étaient aussi privés de culture, privés de stage et d'emploi et privés de culture. Donc on leur a permis de sortir un peu des écrans et du streaming pour venir vivre des choses à l'intérieur des industries culturelles et créatives. Pas sacrifiés du tout, je les ai trouvés très exigeantes et très exigeants par rapport à l'entreprise et au monde du travail. Ils nous ont obligés à revisiter notre grammaire en matière de recrutement, comment recruter pendant cette période si particulière. On parlait du télétravail tout à l'heure, mais le télérecrutement a été aussi un exercice relativement particulier. Et la téléintégration aussi, parce que faire un stage de 3e avec 250 jeunes en distanciel via Teams, c'était relativement challengeant pour nos opérationnels et notre organisation. Et je parlais de grammaire tout à l'heure. On a eu l'habitude de beaucoup travailler sur le qui dans l'organisation d'une entreprise. Ensuite, on a connu une période où la fonction RH était beaucoup concentrée sur le comment. Comment fait-on tourner une équipe? Comment fait-on tourner une organisation? Comment fait-on travailler les gens les uns avec les autres? Ce que cette génération-là nous amène à revisiter en termes de dialogue et de perspective ou de vision, c'est le pourquoi. Ils nous ont interrogés 2 fois sur le pourquoi. Pourquoi la culture a été finalement laissée pour compte pendant 1 an et demi? Et quand on demande ça à une maison de disques, il nous a fallu inventer une réponse. Et ils nous ont demandé, mais si je viens chez Sony Music, c'est pour faire quoi? Et ce pourquoi a été finalement la base de tout l'échange qu'on a pu avoir avec cette génération-là. Et ils se sont avérés extrêmement forts dans les propositions qu'ils ont pu nous faire. On les a considérés comme des partenaires et nous avons travaillé en mode projet. Donc au-delà de la relation de travail qu'on connaît avec un CDI et une personne pour un poste, on a beaucoup travaillé sur la notion de collectif que vous avez évoquée, madame. On a recruté des groupes de jeunes sur des projets spécifiques en revisitant un peu les conditions contractuelles sur lesquelles on avait l'habitude d'être installés. J'imagine que pour votre entreprise, la période, 2020 a été une très bonne année, j'imagine. Des téléchargements de vos auteurs, de votre catalogue, etc. Ça a été formidable, non? Merci Dominique pour ça. Je vais essayer de répondre en 2 temps parce qu'il y a plusieurs vérités qui ont coexisté. On n'a pas vendu beaucoup de CD. Oui, sans doute. On a vendu beaucoup de vinyles via la télévente. D'accord. Et alors le streaming et la PlayStation, merci Dominique de le dire, on fait partie des équipes riches. Donnez-nous un chiffre, faites-nous rêver là. Oui, on a vendu plus de PlayStation en 1 année que les 10 années précédentes. Et on fait partie des entreprises, ça a été souligné tout à l'heure, au vu de ce contexte économique qui a dû inventer... J'allais dire c'est le succès du télétravail. Non, c'est une mauvaise blague. D'ailleurs, j'en ai amené une. Si on peut faire un tirage au sort, peut-être que quelqu'un veut repartir avec une PS5 avant la fin de cette matinée-là. On a fait partie des entreprises qui n'ont rien demandé en termes d'aide. Ça a été dit tout à l'heure et très bien dit par Jean-Claude. Nous n'avons pas eu recours à toutes les aides, quelles qu'elles soient, parce qu'on a considéré que nous faisions partie des groupes internationaux bénéficiaires de cette situation. Et je prends beaucoup de guillemets pour entourer ce mot bénéficiaire. Il nous a semblé extrêmement important, bien que nous avons des équipes qui travaillent sur les concerts et les festivals, qui étaient donc en inactivité totale, nous avons assumé pleinement les salaires de tout le monde et c'est aussi pour ça qu'on a doublé l'accueil de cette fameuse génération dont on a tant besoin. Merci Claude. Alors Géraldine Ganado, ESCP. Alors vous ne voyez pas les jeunes quand ils rentrent dans l'entreprise, mais vous avez vu les étudiants, donc des centaines, vous avez entendu parler par vos collègues de centaines et de milliers d'étudiants de l'ESCP. Quel est l'état d'esprit de cette génération? Alors merci, bonjour à toutes et à tous. Donc en fait, moi je parle au nom de l'ESCP d'étudiants qui pourraient être considérés comme étant privilégiés, donc qui ont effectivement été dans un premier temps rassurés
rassurer sur leur entrée sur le marché du travail, puisque si on donne quelques chiffres, par exemple, on a 100% des bachelors qui voulaient rentrer sur le marché du travail, qui ont trouvé un emploi, 90% des étudiants de la grande école. Et pour ceux qui ne sont pas rentrés sur le marché de l'emploi l'année dernière, pour beaucoup, ils ont continué justement à se former, rassurés toujours par ce diplôme. Donc j'ai commencé par le positif par rapport à nos étudiants, mais il ne faut pas oublier deux autres adjectifs que j'utiliserai. Le deuxième, c'est une génération qui a été un peu empêchée d'avoir un spectre d'opportunités, puisqu'on s'est aperçu qu'ils étaient beaucoup plus recentrés vers certains secteurs d'activité, le conseil, la banque, assurance et l'informatique, et aller beaucoup moins vers d'autres types de structures et d'autres types de métiers même. Donc ils ont été empêchés pour ceci, et empêchés aussi d'être dans une espèce d'échange avec les autres. Ils étaient enfermés dans leur communauté d'étudiants qu'ils connaissaient, de même nationalité souvent, et ils étaient empêchés d'aller travailler avec d'autres, donc ce qui peut vous poser des questions par la suite dans les entreprises. Et je terminerai par un troisième objectif. Pour moi, cette génération a été aussi bousculée dans ses certitudes d'entrer dans l'emploi, mais aussi bousculée, on en parlait lors de la précédente table ronde, dans leur santé psychologique, puisqu'on s'est aperçu que beaucoup plus d'étudiants avaient besoin de soutien tout au long de leurs études, mais aussi dans leur insertion professionnelle et de soutien accru. Donc je n'utiliserai pas l'adjectif sacrifié, mais j'utiliserai donc trois adjectifs pour résumer. Ils ont été rassurés, mais aussi dans une partie empêchés et évidemment bousculés, comme je viens de le dire. Alors évidemment, il faut préciser que là, on parle des étudiants de l'ESCP, ce n'est qu'une catégorie d'étudiants, de jeunes, évidemment. Hein. L'immense majorité des jeunes ne font pas l'ESCP, ne font pas les grandes écoles, donc il faut évidemment le préciser. Résilience, c'est-à-dire c'est un moment effectivement de creux, de difficultés, etc., mais capacité à rebondir très très vite, y compris psychologiquement, oui. Je dirais pas oui. D'accord, je pense que c'est plus nuancé que ça. Je pense que beaucoup ont été effectivement résilients et ont été aidés par l'école, mais je pense que certains vont garder ces stigmates de cette période, puisque on parlait de télétravail. Nous, on a beaucoup d'étudiants apprentis. De plus en plus, on a des étudiants en apprentissage, et certains ne sont jamais allés dans leurs entreprises. Donc, en fait, ils ont fait tout leur apprentissage devant une visio, tous leurs cours devant une visio. Et pour ces étudiants-là, j'en ai, mais j'ai beaucoup de collègues qui en ont, on travaille sur justement leur perception de leur entreprise et sur leur santé aussi psychologique. Et je voudrais rajouter par rapport donc à la caractéristique des étudiants de l'ESCP, certes, ce sont des étudiants considérés comme étant privilégiés, mais je pense qu'ils sont aussi symptomatiques de ce qui se passe pour d'autres étudiants. Je pense que ce que je vous ai dit sur l'empêchement et le fait que la santé psychologique est au cœur des formations, je pense qu'il faut aujourd'hui, pour les entreprises, prendre conscience de ceci, notamment dans la période d'onboarding où ces étudiants attendent désormais autre chose que de l'onboarding 100% en distanciel. Très bien. Alors, je voudrais maintenant qu'on aborde une seconde question qui est, et on va s'exprimer qui le souhaite dans l'ordre que vous souhaitez. Au fond, cette génération donc, qui arrive dans un monde du travail dont certaines modalités évoluent, changent, est-ce que vous leur demandez à ces jeunes d'avoir de nouvelles compétences, de nouvelles qualités, par exemple d'autonomie? Évidemment, le télétravail dont on parlait à la précédente table ronde exige peut-être d'autres choses. Est-ce qu'il y a, et ça se verra peut-être dans la formation qui sera offerte, il y a peut-être des évolutions, je n'ai pas la réponse, des évolutions qui seront demandées. Est-ce que vous, dans vos entreprises, alors je ne sais pas qui... qui veut s'exprimer? Est-ce que finalement il y a une attention, vous en tant que DRH, vous dites attention, chez mes recruteurs, je leur demande de veiller à des choses nouvelles? Alors, je ne crois pas qu'on demande aux jeunes de veiller à des choses nouvelles. En revanche, on va demander beaucoup plus aux managers de veiller à des choses nouvelles. L'autonomie, finalement, c'est une autonomie qu'ils trouvent déjà dans leur poste, dans leur responsabilité. On leur donne de l'autonomie assez rapidement, et c'est souvent ce que les jeunes apprécient, en tout cas pour le groupe Fnac Darty. Comme je vous le disais, on recrute énormément de jeunes. Donc, ils ont des vraies responsabilités. En revanche, ce qu'on a observé pendant cette crise, c'est la nécessité d'avoir un accompagnement
personnalisé, beaucoup plus fort, notamment quand ils étaient en télétravail, bien sûr, mais ça a fait naître la nécessité vraiment d'accompagner le manager pour qu'il soit en mesure de faire attention à l'intégration du jeune, lui donner la vision, lui rappeler quel est son rôle dans le collectif du travail, s'assurer que ce collectif du travail se crée, et notamment par le biais d'une intégration qui impose aux jeunes d'être pour le coup physiquement présents et aux managers d'être également physiquement présents pour garder des temps qui ne soient pas que des temps en télétravail. Parce que c'est certain que ça a été extrêmement difficile pour des jeunes qui n'ont jamais été au sein de l'entreprise pendant cette période. Alors, soyez très concret. Que les jeunes que vous embauchez maintenant, et vous allez embaucher au deuxième semestre, vous leur dites, bon, l'accord d'entreprise, c'est 2 jours, 3 jours, je ne sais pas, mais vous, on vous garde 5 jours au début au moins, ou est-ce que vous rentrez tout de suite dans le moule et dans l'accord collectif? Alors, on leur dit, en effet, à eux, comme aux moins jeunes, d'ailleurs, qui intègrent l'entreprise, que pendant la première phase d'intégration dans l'entreprise, pour les postes sédentaires de bureau, on va attendre d'eux qu'ils soient présents dans l'entreprise tous les jours, pendant la durée de la période d'essai par exemple, ou jusqu'au moment où ils définiront avec le manager que le niveau d'autonomie est suffisant, le niveau de connaissance, de compréhension de la culture de l'entreprise est suffisant. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'ils pourront bénéficier de jours de télétravail. D'accord, donc effectivement, il y a un cas particulier pour cette génération qui va arriver, mais ça va perdurer évidemment. C'est-à-dire, c'est pas juste en sortie de crise. On dit tous en sortie de crise, entre guillemets, naturellement, en l'espérant. Ça va perdurer, évidemment, oui. D'accord, très bien. Qui veut prendre la parole, Blandine? Oui, moi je veux bien. Donc, je ne pense pas qu'on ait exigé, ou en tout cas qu'on se soit préoccupé de nouvelles compétences, puisque la crise, certes, elle a duré, mais elle n'a pas non plus été... Enfin, c'est 1 an ou 2, hein, donc voilà, c'est 15 mois. En revanche, oui, je rejoins ce qui a été dit sur la complexité que ça a été pour les managers, les tuteurs, etc. Et c'est pour ça en partie qu'on a aussi un peu limité le nombre. C'était pas par intention, mais parce que voilà, c'était une adaptation aussi pour les managers. Et ce qu'on prévoit dans nos accords qu'on a signés récemment, c'est effectivement une période, enfin la période d'essai qui a priori ne serait pas télétravaillée. Et ça vaut aussi pour les salariés, enfin pour les jeunes en alternance ou en stage, où on n'a pas forcément prévu l'application du télétravail comme pour l'ensemble des autres collaborateurs, sauf effectivement si le manager considère qu'il y a une autonomie suffisante pour travailler à distance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une enquête avant la mise en place de notre accord de télétravail. Et on s'est rendu compte que finalement les jeunes de moins de 30 ans n'étaient pas forcément les plus demandeurs de télétravail pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans la précédente table ronde d'ailleurs, hein, probablement d'installation, de nécessité d'appartenir à un collectif, etc. On a été un peu surpris d'ailleurs, de façon presque naïve, où on se disait cette génération-là, et c'était intéressant parce qu'on parlait des choses un peu dogmatiques ou des images qu'on peut avoir, on s'attendait à ce que les jeunes de l'entreprise répondent assez massivement sur le volontariat au télétravail, et ça a plutôt été inverse en fait. Quels que soient les métiers. Quels que soient les métiers. C'est-à-dire rédaction et au pluriel. Ouais. Quels que soient les métiers. Hors rédaction. Claude Monnier. Alors, ils nous ont surpris, hein. Ils ont vraiment bousculé nos stéréotypes. Ils nous ont demandé de redéfinir les différentes acceptations du mot distance. Donc, ils ont accepté la distance physique, en nous proposant des solutions, c'est-à-dire qu'ils ont ramené les espaces de travail chez eux. Ils se sont reconstitués en groupe, en équipe projet, dans leurs locaux. Donc les locaux chez nous étaient fermés, mais on s'apercevait qu'ils travaillaient à 15 ou 20, dans 25 mètres carrés, et que ça fonctionnait très très bien. Donc ça nous a amené aussi à réfléchir aux autres définitions du mot distance. Ils nous ont dit comment on peut travailler sur la distance cognitive, comment on peut travailler sur la distance culturelle, comment on peut travailler sur la distance affective. Parce que la distance physique, on va la gérer. Et donc, on a dû mettre en place des choses. Qu'est-ce que vous appelez la distance cognitive? Cognitive, c'est permettre à des personnes issues d'horizons différents, avec des approches différentes d'une même problématique ou d'un même sujet, à trouver des solutions en termes de co-développement ou de co-créativité. Alors, on pourrait regarder ce qui se passe en termes de neurosciences aujourd'hui. À distance, travailler sur un projet commun en intergénérationnel et en interculturel, ils nous ont appris comment faire. Et donc, ils ont amené nos managers à désapprendre. Dans une entreprise où la moyenne d'âge était aux alentours de 40 ans, on a dû, nous, avec tout le middle management et tout le top management, désapprendre la façon dont on organisait le travail chez Sony Music. On a dû le désapprendre par la crise, mais on l'a aussi désappris grâce à cette génération-là, qui nous a montré de nouvelles méthodes de travail,
de nouvelles utilisations des outils. Je ne reviens pas sur les écrans, beaucoup de choses ont été dites, et nous ont montré à quel point il y avait une redéfinition aussi de la temporalité. Quelque chose qui a été très important pour eux, c'est la différence entre synchrone et asynchrone. Prise de décision rapide, j'envoie une information, j'attends une réponse à cette information, et ils ont compressé le temps. Ça a été un vrai challenge pour notre équipe managériale. La chose la plus importante pour cette génération-là a été de s'inscrire dans une logique synchrone de l'organisation du travail. J'envoie une information, j'attends une réponse, quasiment dans l'heure. Je ne peux pas considérer qu'un manager mette 3 jours à me répondre, a fortiori parce que la distance physique est devenue perturber un peu ces espèces d'échanges-là. Mais est-ce que le côté asynchrone du travail ne va pas se poser partout? C'est-à-dire que avec le télétravail, alors c'est vraiment une parenthèse qu'on fait dans cette table ronde, mais est-ce que tout ne va pas devenir asynchrone parce que chacun a des façons de travailler, des horaires? L'idée d'horaire de travail, je ne parle pas de durée, d'horaire de travail vole un peu en éclats. Il me semble, Dominique, que c'est le principal enjeu qui va se poser à la fonction RH, cette notion de temps et de distance avec la variable d'ajustement qui va être cette notion de synchronicité de la collaboration, absolument essentielle dans certains secteurs d'activité. Et manifestement, en prenant en compte quelque chose qu'on ne doit pas omettre non plus, c'est la façon dont les gens vont rentrer et sortir de l'entreprise. Nous, ces jeunes-là, s'inscrivent aujourd'hui dans une logique où ils nous expliquent qu'ils viennent pour une durée déterminée, de manière totalement consciente et assumée. Très bien. Géraldine. Alors, Géraldine Ganado, que voyez-vous? Alors, je reviens à la question de départ. Est-ce que dans les parcours estudiantins, dans les formations, il y a des choses à adapter en management? Alors, quand on parle de nouvelles compétences, d'abord, elles ne sont pas réellement nouvelles. Elles sont plus mises en lumière aujourd'hui quand on parle de capacité d'adaptation, d'esprit critique, etc. Et donc, notre parti pris à l'ESCP, c'est d'avoir certains cours dédiés sur les capacités réflexives des étudiants, mais surtout, notre parti pris est de nous dire qu'on peut développer ce qu'on appelle les compétences hybrides, c'est-à-dire à la fois des compétences techniques et en même temps des compétences qu'on appelle plus soft, des compétences émotionnelles, cognitives, etc. Donc notre parti pris à l'ESCP, c'est par exemple d'aider les étudiants à s'inscrire dans des démarches prospectivistes par exemple. C'est les aider aussi à développer leur esprit critique par rapport à toutes les méthodes aussi qui peuvent être mises en place dans les entreprises. Donc c'est les accompagner à travers des cours de finance, à travers des cours de GRH et autres cours, à développer ces compétences-là, mais que je n'appellerai pas nouvelles. Ce sont simplement les priorités entre ces compétences qui ont été transformées. Et je dirais que les compétences soft ont été mises un peu plus sur un pied d'égalité avec les compétences hard jusqu'à présent. Donc on a transformé plus la manière dont on enseignait nos différents cours, plus que les cours ou les formations, même si évidemment on a vu apparaître de nouveaux cours, mais qui ont plus attrait à la responsabilité sociale de l'entreprise ou à d'autres thématiques comme le digital par exemple. Très bien. Alors j'aimerais maintenant vous entendre sur un autre point. Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question du sens. C'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que la demande de sens dont on parle sans cesse depuis maintenant 4-5 ans pour cette génération, est-ce que c'est de vérité révélée ou c'est un poncif? Alors, la question du sens, elle existe évidemment, mais elle n'est peut-être pas celle qu'on croit. Et je pense qu'il y a énormément de jeunes pour lesquels la première question, c'est la question de trouver un emploi. Et notamment parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes sans qualification ou avec de faibles niveaux de qualification. Et finalement, la question du sens, elle arrive plus tard. Ce qui va être essentiel pour eux, c'est de trouver un poste. Et on évoquait de s'interroger sur le niveau de rémunération. Évidemment. Et le sens, c'est après. Et le sens, c'est après. C'est après. Une fois qu'ils sont en poste, une fois qu'ils sont dans l'entreprise, à ce moment-là, la question du sens se pose. Et nous avons la chance de proposer beaucoup de postes qui sont des postes qui s'inscrivent dans des perspectives intéressantes environnementales, notamment beaucoup de postes autour de la réparation, de la durabilité. Ça, typiquement, les collaborateurs, une fois qu'ils sont en poste, ont une véritable fierté de pouvoir contribuer. Mais c'est vraiment une question qui se pose dans un deuxième temps. La première question, c'est vraiment la question de la rémunération et du poste. Vous ramenez cette question du sens sur laquelle on écrit énormément de choses, et on dit beaucoup de choses, vous la ramenez un peu à ça, juste vous la remettez dans sa boîte un peu quand même. Alors, en tout cas, pour ce qui nous concerne, qui embauchons beaucoup de jeunes qui sont des jeunes souvent sans qualification ou avec des faibles qualifications et qui occupent des postes de terrain, des postes de première ligne, finalement, c'est une question qui arrive plus tard. C'est un problème de riches, c'est-à-dire de gens très formés qui n'auront pas de difficulté pour trouver un emploi
C'est ce que j'entends. Alors, je ne dirais pas que c'est un problème de riche, mais c'est en tout cas une question qui arrive dans un temps second. D'accord, ok. Voilà. Qui veut prendre la parole là-dessus? Oui, moi je veux bien dire un mot et je rejoins ce qui a été dit. Ça dépend un peu finalement de l'employabilité. Alors, sans forcément dire que c'est un problème de riche, mais de l'employabilité des jeunes. C'est-à-dire que évidemment, plus c'est compliqué pour quel que soit le niveau de formation d'ailleurs, que ce soit des faibles qualifications ou des emplois qui ont du mal à trouver un job. Là, la question du sens se pose moins parce que l'impératif, c'est d'abord de trouver un job, effectivement, qui soit correctement rémunéré, etc. Après, le sens se pose pas forcément que pour les jeunes non plus. Et puis, je dirais, c'est vrai que quand même, depuis quelques années, on voit poindre dans les entretiens de recrutement pas mal de questions sur la raison d'être de l'entreprise, etc. Mais c'est pas vrai pour forcément tous les jeunes. Et puis après, parce qu'il faut préciser ce qu'on entend quand on parle les uns et les autres de demande de sens, c'est que l'entreprise soit en adéquation avec un certain nombre de valeurs, non pas du moment, mais des valeurs peut-être éternelles, mais enfin un certain nombre de valeurs, de questions climatiques, de questions éthiques, etc. Voilà, c'est ça le sens. Encore une fois, ce sont des questions qu'on a de plus en plus, mais voilà, il faut nuancer, c'est pas non plus systématique. Claude, Géraldine, qui... C'est moi qui décide. Alors. Merci beaucoup. Nous avons été très surpris par l'approche qu'ils ont donnée à cette thématique du sens. Le principal défi qu'ils nous ont posé, c'est cette génération s'est interrogée sur comment notre groupe se préoccupait de répartir plutôt que de repartir. Donc ils ont une approche très collective de la problématique auquel on était confronté en termes d'emploi. Ils nous ont dit, que faites-vous pour intégrer le maximum de jeunes possible? Donc je reviens sur ces fameux stages de 3e. Et ils ont été très innovants et avec une grande force de proposition pour nous amener à avoir une réponse collective plutôt qu'individuelle. On ne nous a pas posé de questions sur est-ce que je vais trouver un job facilement, combien je vais être payé. Et je pense que c'est lié aussi au fait que ces jeunes-là ont choisi de travailler dans la culture, avec toute la perception qu'a eu le monde de la culture dans notre société au travers de cette crise. Et ils nous ont interrogés, et ils nous interrogent de plus en plus chaque jour aujourd'hui, sur comment on prépare la prochaine crise. Ils nous ont dit, là, il y a une expérience. Donc, on a vécu des échanges avec des jeunes qui ont connu le Bataclan, qui ont connu les attentats dans notre pays, qui sont très mobilisés sur les crises climatiques. Et ils nous disent, OK, gouverner, c'est prévoir. Là, on constate que vous avez fait comme vous avez pu. Vous n'étiez pas prévenus. Finalement, on peut accepter et tolérer certains échecs ou certaines erreurs. Mais que faites-vous pour préparer la prochaine crise, qu'elle soit climatique, sociale, politique? Cette génération nous interroge aujourd'hui en tant qu'employeurs et acteurs du monde de la culture sur ce que nous allons faire pour préparer la prochaine et ce que nous allons faire à nouveau dans cette logique collective, pas individuelle. Ils ne nous demandent pas s'ils vont avoir une carrière ou une augmentation de salaire, ils nous demandent que fait-on pour les prochaines générations. Et cette génération des 20-25 a été la plus engagée pour s'occuper des beaucoup plus jeunes, intervenir dans les lycées, dans les collèges, aider des jeunes en termes de mentorat en distanciel. Ça, c'est vraiment impressionnant. Géraldine. Alors, on pourrait croire que les étudiants de l'ESCP sont à nouveau privilégiés et sont les riches qu'on évoquait jusqu'à présent. Et en fait, quand on regarde les étudiants de l'ESCP, qu'on les interroge sur cette recherche de sens ou quand ils l'expriment, on s'aperçoit qu'il y a quand même que 2/3 à peu près des étudiants qui expriment cette recherche de sens. Pour certains, c'est pas mal quand même, 2/3. Oui, mais enfin 2/3. Donc, et dans ces 2/3, le paradoxe est que quand vous regardez après quels sont leurs choix d'insertion professionnelle, souvent cette recherche de sens est reléguée au second plan, confrontée donc aussi à la problématique financière de remboursement des emprunts, par exemple, et confrontée aussi à une certaine norme qui veut que quand on sort de l'école, on aille plutôt vers certaines carrières considérées comme étant plutôt à forte notoriété. Donc on a un fort paradoxe entre le discours de nos étudiants qui est majoritairement tourné effectivement autour de ce sens et la réalité de leur premier choix professionnel. Et c'est là où je vous rejoins ensuite. On s'aperçoit qu'il y a un certain décalage pour eux après 3 à 5 ans d'activité professionnelle. Là, on voit ressurgir cette question de sens et parfois on voit apparaître des réorientations professionnelles. Et je voudrais rebondir aussi sur ce que vous avez dit sur le sens. Quand on interroge les étudiants, on s'aperçoit que cette définition de sens est éminemment subjective. Pour certains, le sens, ça va être de ne pas travailler dans certains types d'entreprises. Pour d'autres, ça va être une entreprise qui est transparente sur ses valeurs, qui est transparente sur sa mission. Et pour d'autres, ça va être tout simplement une entreprise dans laquelle les relations humaines sont fluides et dans laquelle on fait confiance. Donc ce sens est éminemment subjectif et ça questionne justement les entreprises par rapport à cette recherche de sens.
Et j'y vois, pour terminer, deux facettes à cette recherche de sens. D'abord une facette plutôt négative, parce que quand on les interroge, on s'aperçoit que s'ils recherchent du sens, c'est parfois parce qu'ils ont une image assez dégradée de l'entreprise ou de leurs précédentes expériences professionnelles, et ils disent, par rapport à ce que j'ai vécu, eh bien, je vais rechercher du sens désormais dans ma future expérience professionnelle. Mais j'y vois aussi une facette très positive, puisque ça suppose que ces étudiants aient une certaine réflexivité sur eux-mêmes. Ça suppose qu'ils se posent des questions sur ce qu'ils ont envie de faire. Et moi, quand j'ai commencé ma carrière, par exemple, peu d'étudiants se posaient cette question-là. Et donc, ces étudiants vont ensuite arriver dans l'entreprise avec une meilleure connaissance de ce qu'ils souhaitent et qui ils sont aussi dans leurs futures activités professionnelles. Très bien, il nous reste exactement 1 minute 30 à 2 minutes. J'ai envie de vous poser une dernière question qui est un petit peu en marge. Et en écoutant ce matin sur France Inter, Jean Tirole et Olivier Blanchard qui viennent de remettre un rapport sur les défis qui se posent à l'économie française, ils évoquent dans ce rapport, et ce matin à l'antenne, l'idée des incertitudes et des inquiétudes sur le niveau du système éducatif en France, la dégradation qu'ils constatent à travers les études PISA, l'étude sur le niveau des mathématiques, etc. Et on a des DRH sous la main. Est-ce que vous constatez, vous voyez ça ou pas? Qui se lance? Moi, j'ai envie de répondre sans doute un peu à côté. Dégradation, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que depuis plusieurs années, on identifie des métiers pénuriques, des métiers sur lesquels on n'a pas le bon niveau de formation et pour lesquels on est obligé de former nous-mêmes les collaborateurs et notamment les jeunes. Je prends un exemple, le métier de technicien, de réparateur, qui est un métier d'avenir. On parle beaucoup de durabilité, c'est vraiment un métier d'avenir. Ouais. Aujourd'hui, on est obligé d'ouvrir des classes en alternance. On en ouvre 13 cette année, en 2021, parce que le système éducatif n'est pas en capacité de nous fournir cette main-d'œuvre. Voilà. Donc dégradation, je ne sais pas, mais en tout cas, réadaptation sans doute vers des métiers peut-être plus manuels, qui sont des métiers d'avenir, certainement. D'accord. Vous avez répondu un peu à côté, mais c'est très habile. Qui d'autre? Pareil, dégradation, je serais, enfin, c'est difficile à qualifier. En revanche, alors, on n'est certainement pas du tout atypique, mais tous les métiers liés à la data, au numérique, etc., énormément de mal à recruter, à fidéliser. Voilà, surtout qu'en plus, on est dans un secteur d'activité où ces profils-là peuvent tout à fait se régaler, mais ne pensent pas forcément à venir travailler dans la presse comme ça spontanément. Et là, on a effectivement beaucoup de mal. Donc, encore réponse un peu à côté aussi, oui, mais voilà. Mais plutôt pénurique voilà, que voilà, évaluation d'une dégradation potentielle. Alors, du côté des formateurs. Alors, j'aurais du mal à vous dire une dégradation. Enfin, on ne constate pas une dégradation à notre niveau, évidemment, dans une école comme la nôtre. En revanche, ce que l'on peut constater, c'est une forte polarisation des étudiants. Effectivement, enfin, moi, par le passé, j'étais à l'université et on voit l'écart se creuser en termes de compétences entre les étudiants des grandes écoles qui suivent des parcours souvent assez privilégiés et les autres étudiants qui, malheureusement, parfois, n'ont pas la chance d'avoir ce type de formation. Donc, je pense qu'on a vraiment cet enjeu aujourd'hui d'amener des étudiants qui pourraient être enfermés dans un manque de formation à aller justement vers des formations qui leur permettent d'améliorer leurs compétences, justement. Et donc, c'est pour ça que les passerelles, à mon sens, sont aujourd'hui extrêmement importantes dans les univers de formation. Et la possibilité aussi de reprendre ces études à différents moments qui se diffusent de plus en plus, là, permet justement de ne pas être enfermé toute sa vie, justement, dans l'une de ces deux catégories. Mais je ne dirais pas qu'on est dans une dégradation, et heureusement. Tant mieux. Alors, dans les métiers de la culture, l'inadéquation, voire l'inutilité des savoirs académiques qu'ils acquièrent pendant 20 ans de formation initiale est incontestable. Donc je porte aucun jugement de valeur, mais ce qu'ils apprennent pendant 20 ans ne sert à rien. Quand ils arrivent chez nous, on travaille à 100% sur les savoir-être. Et là, on a un chantier en termes de formation continue qui est colossal. Très bien, merci à vous de nous avoir suivis pour ces deux premières tables rondes. Merci aux participants de cette table ronde. Et nous vous retrouvons après une pause, nous vous retrouvons à 10h50 précise, après une pause, alors ici en physique et chez vous ou à votre bureau pour ceux qui sont à distance et nous retrouvent. Le dernier sujet de la dernière table ronde, ce sera quel nouveau rôle pour les DRH. Vous y serez certainement très attentifs.